Bonjour à tous, Nicolas Lavallée au micro pour DailyFX. Bienvenue sur ce webinaire consacré aux vagues d'Elliott et fourchettes d'Andrews et canaux de régression. Alors, il est 16 heures. Nous allons parler donc ensemble des indices, nous allons voir le Forex, certaines matières premières, mais ça va plutôt être un webinaire indice et Forex. On va voir ensemble que pas mal de choses qu'on avait vues mercredi dernier se sont réalisées, notamment sur les indices et également sur le Forex, donc on était plutôt pas mal. Alors, j'espère que le son est bon. Le temps pour moi de vous faire le petit message d'avertissement de rigueur, le temps que vous confirmiez que vous entendez bien le son. Donc la négociation sur le marché des devises ou via les produits CFD comporte, vous le savez, un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Donc soyez conscient des risques associés à ces marchés et consultez un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. Évidemment, toutes les opinions que nous fournissons sur DailyFX, donc opinions, informations de marché, notes de recherche, analyse, prix et notification, sont là pour commenter l'évolution du marché d'échange, vous donner notre vision à titre donc d'information, à titre pédagogique. Ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Auquel cas, donc, FXM ne pourra être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. En clair et en décodé, ça veut simplement dire qu'on est là pour essayer de vous éclairer sur notre façon de penser, sur la façon dont nous on voit l'évolution des cours à titre d'information et à but pédagogique, mais on n'est pas là pour vous conseiller en aucune façon à trader dans tel ou tel sens. Il en revient totalement de votre responsabilité. Voilà, donc bonjour Benoît, bonjour Nicolas33, bonjour Canou 974 qui nous vient de la Réunion, fidèle et régulier donc chaque mercredi. Merci à vous d'être présents sur ce webinaire. Nous allons attaquer, si vous voulez bien, avec les indices américains. Donc je fais suite à une demande donc, la semaine dernière sur bonjour Gilles 17. Images et son ok, merci Tony, bonjour Tony Lux. Donc bon, on va commencer par les indices. Ce ne sont pas pour moi les actifs les plus simples à trader en ce moment. Je trouve que le Forex est beaucoup plus facile si vous êtes dans le sens du dollar, évidemment. Euh, alors, mais on va y venir après. Vous allez voir que le dollar, il a rebondi conformément à notre canal de régression haussier hebdo et que tout s'enchaîne derrière. Les indices. Alors, on entend des discours, si vous écoutez BFM TV notamment, c'est vrai que quand on regarde les indices américains, quand on écoute un petit peu les fondamentalistes, les économistes, bon, on a un peu l'impression que finalement les indices reflètent une valeur, on va dire, à peu près correcte des sous-jacents, et donc qui dit un marché qui reflète a priori eh bien, écoutez, les actions sous-jacentes, ça veut simplement dire qu'on est plutôt topiche. Ça veut simplement dire que pour que ce marché reprenne, on va dire, de la vigueur, il faudrait bien que les annonces économiques relatives aux entreprises soient encore meilleures que celles annoncées, c'est-à-dire qu'elles étaient bonnes, mais sans plus, et qu'il faudrait qu'elles soient nettement meilleures. Bon, alors ça, c'est évidemment l'analyse fondamentale qui nous dit qu'effectivement on a des indices américains et peut-être ce qui explique d'ailleurs que ces indices américains ont un peu de difficulté à s'apprécier. Bon, moi je vais regarder un petit peu avec vous ce qu'il en est d'un point de vue analyse chartiste et des comptes Elliottistes et on va essayer d'y voir un peu plus clair au moins sur les aspects techniques. Bon alors, je vais revenir sur l'US 30. Après, on parlera du dollar et de ce qu'a pu dire Janet Yellen également, vendredi dernier. En tout cas, bon, quand on regarde le dos, ça c'est un graphe, une analyse que je vous avais fournie sur DailyFX. Donc vague 1-2, un joli running flat, qui a modélisé une belle fourchette avec derrière donc vague 3 et 4. Bon, il y a une première différence entre le dos, donc l'US 30 sur la plateforme FXCM, et l'ESP, c'est que ici le dos avait en fait on peut le modéliser avec une vague 1-2, là où sur le SP500
Ce n'est pas possible puisque le SP500 de mémoire avait fait un plus bas. Voilà. Vous voyez ici en fait on a eu un marché qui a réalisé un léger plus bas, un bas marginal par rapport à ce bas là qui était fait sur le 1811. Et du coup c'est important parce que alors vous avez des sites en fait hein, héliotistes sous abonnement américains la plupart du temps qui proposent des décomptes et qui utilisent pas mal le dos. Euh, et je pense qu'il faut réussir à synchroniser parce que pour moi le SP500 et le Do doivent répondre en fait à des mêmes décomptes héliotistes. Et j'ai un écart de prix clair, du moins on va dire j'ai un écart important d'un point de vue héliotiste, voilà, entre le SP500 et le Do en raison de ce bas marginal qu'a réalisé le SP500. Alors pourquoi c'est important? Parce que une vague 2 ne peut aller plus bas que l'origine de la vague 1. Donc ici, je ne peux pas avoir une vague 1-2, c'est pas possible. D'un point de vue Elliott, ça veut simplement dire que ça, eh bien, c'était la fin de cette consolidation donc en 3 temps. On a eu un joli running flat, pareil hein, le SP, sur le dos, on a eu dans les deux cas de figure un running flat. Vous voyez, c'est un running, c'est quand on a une vague 1, avec une vague 2 qui pourtant arrive à dépasser le sommet de la vague 1. Donc ça veut simplement dire qu'on a un marché qui est tellement, d'ailleurs ici mon expansion a dû bouger avec le temps, le marché est tellement finalement bullish que le retracement se fait à plat et que le marché échoue à retracer plus bas finalement que le bas de la vague A, tout simplement. Donc ce qui se passe en général quand on a un running en vague 2, eh bien on a un zigzag en vague 4 par alternance, et vous voyez ici on a eu un vrai zigzag, donc avec une vague A, B et C tout à fait normal, avec une vague C qui est plus bas que le bas de la vague A. Donc on a eu ici une vague 4. Alors la question c'est de se dire, bon bah où est-ce qu'on en est maintenant dans cette vague 5? Alors évidemment une vague 5 ça peut aller beaucoup plus haut, hein. Euh, L'idée c'est de regarder précisément, euh, bonjour bonjour ONS. Donc l'idée c'est de regarder exactement où on est en termes de décompte pour mieux comprendre quel est le potentiel encore à venir en termes héliotistes, évidemment. Encore une fois, je vais m'attacher, on sait que d'un point de vue fondamental, c'est pas évident pour les indices parce que il nous manque en fait du carburant, on va dire, sur le plan fondamental. Maintenant, il y a des aspects techniques aussi qui me font dire que effectivement on a des contraintes devant nous qui peuvent expliquer en ce moment, à défaut de les expliquer par le fondamental, qui peuvent expliquer pourquoi les indices américains ont un peu de mal. Alors pourtant, on a fait un joli breakout hein, de résistance. Quand on a cassé les 2130, le marché a donné quand même une indication claire. La vague 4 était terminée, on est en train de faire la vague 5. Donc on est bullish. Et pour moi, on est bullish jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a l'impression qu'il y a des divergences en ce moment sur donc baissière sur les indices, que effectivement sur le plan fondamental c'est pas simple, qu'on voit ici que les choses sont pas évidentes. Pour l'instant, on a un marché qui est bullish et on n'a aucune indication qui nous dit le contraire sur le plan technique. D'accord? Donc il faut respecter ce mouvement haussier et j'ai envie de dire, à moins qu'on a quelque chose d'assez évident qui arrive, donc une belle avalanche baissière, pour l'instant il n'y a pas lieu de chercher des shorts d'aucune façon. Ok. Bon, quand on voit, donc après je vais revenir sur le dos, puisqu'ici nous avons fait un bas marginal, eh bien on n'a pas pu faire une vague 1-2. Vous voyez, si je vous remettais le dos, que je vais vous mettre de suite, l'US30. Alors, où se cache-t-il? Le voilà. Ce décompte-là n'est pas possible, pour moi. Puisque nous pourrions avoir, vous allez voir en fait le problème que j'avais identifié potentiellement. C'est que si ici nous avions une vague 1-2, avec une vague 3 ici, et bien là on aurait eu une vague 4, et puis potentiellement donc la vague 5. Ça voudrait dire que la vague 1, 2, 3, 4, 5, donc la grande vague 5 est peut-être terminée. Auquel cas, on peut s'attendre à un retracement assez violent à venir. Bon, quand je regarde ce décompte, c'est possible. Maintenant, en faisant une analyse sur le SP, je m'aperçois que ça peut pas être une vague 1-2. Il n'y a pas de raison, pour moi, à ce que le SP500 et l'US30 et le Dow Jones aient un décompte fondamentalement différent. Pour moi, ils doivent respecter le même esprit héliotiste. Donc ce décompte-là
moi je l'invalide. Voilà. Donc je pense qu'en fait ici, cette vague 4 ne s'est pas terminée sur ce point-là, mais elle s'est terminée ici. Ça veut dire que nous aurions fait une vague donc A, B et C avec du 1, 2, 3, 4 et une vague 5 tronquée. Voilà. C'est la seule façon pour moi d'interpréter la différence qui est entre le SP et le Do. Donc du coup, ça veut dire que, et c'est important parce que c'est vrai que si on avait une vague 1, 2 ici, là c'était une vague 3, hein, de toute évidence, avec une vague 4 a priori qui se termine ici. Donc là on est sur une fin de mouvement et c'est dangereux. Voilà. Mais si c'est pas une vague 1, ça veut dire que notre vague 1 elle est là. C'est-à-dire que tout ça c'est une vague 1. Et que là nous avons fait une vague 2. Et donc on va entamer une vague 3. Une vague 3 qui est censée être la vague la plus puissante. Donc c'est la raison pour laquelle même si je vais revenir sur le SP500. Alors le SP500, voilà. Donc même si effectivement les choses sont pas les plus évidentes, je pense qu'on a fait une vague 1-2 quoi. Et que là, on a potentiellement terminé la vague 1 de la vague 3, avec un retracement à venir potentiel, et puis derrière la vague 3 de la vague 3 qui est censée être une très belle vague. D'accord. Donc je reste fondamentalement bullish, moi, sur les indices américains jusqu'à preuve du contraire. Alors, on a ici une expansion que j'ai positionnée sur la vague 1-2. On est actuellement sous cette résistance d'expansion, donc la résistance des 0,618 qui bloque, et c'est normal. Mais pour moi, le deuxième objectif logique, en cas de rebond, ça serait d'aller chercher l'expansion suivante, c'est-à-dire grosso modo les 2290. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de positionner une fourchette d'Andrews sur la vague 1-2 de cette façon. Voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que finalement, le marché a bloqué, a été recherché de la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews. À noter qu'ici, nous avions également une fourchette d'Andrews relative en fait à la vague ABC. Donc c'est bon, c'est une fourchette marginale, mais qui bloque également, qui apporte des niveaux de résistance. Et on voit que sa ligne médiane, c'est elle qui a bloqué les cours ici. Donc là, on a quand même un certain nombre de résistances techniques qui font que le marché, eh bien, a priori, il prend des bénéfices. D'accord. Mais, mais d'un point de vue idiotiste, moi je pense qu'on a fait une vague 1-2 et que je pense on est en vague 3. Voilà. Et que, a priori, c'est vrai qu'ici, si on a fait une vague 1, 2, 3 avec une vague peut-être 4 ici, alors c'est là où le doute pour moi est possible, c'est que, bon, on a fait ici une vague 1, 2, donc une vague 3, a priori, une vague 4 qui peut être ici ou qui peut être là. Je vous avoue que c'est pas évident du tout pour moi. Les deux scénarios sont possibles. C'est-à-dire que on a pu faire 1, 2, 3 et une vague 4 qui latéralise pour aller chercher finalement la partie basse de cette fourchette d'Andrews, avec ici prise d'appui, puisqu'on a, vous voyez, un canal ascendant des deux côtés, avec potentiellement derrière une reprise haussière. D'accord. Bon, je suis pas sûr, malheureusement je suis pas certain de ça, donc pas évident. Alors, si jamais on a fait une vague 5 ici, ça veut dire qu'on peut retracer 50% de toute cette vague qui est ici. Voilà. Auquel cas, ça veut dire qu'effectivement, les indices américains, même si on est en vague 3, peuvent retracer une grande partie de ce mouvement haussier avant de repartir bullish. Alors, ça voudrait dire quoi dans ce cas de figure? Eh bien, ça voudrait dire simplement que nous avons eu notre canal de base comme ceci. Je l'ajuste. Voilà. Donc, on aurait eu vague 1-2. Là, on a fait la 1 de la 3 avec une 2 de la 3 qui pourrait nous amener ici. Et si ça devait être le cas, eh ben, on a de nouveau une zone d'intervention acheteuse avec derrière le début de la 3 de la 3. Donc là, pour le coup, un grand mouvement
d'impulsion haussier attendu dans la foulée. D'accord? Donc, ça exprimerait, j'ai envie de dire, un petit peu l'indécision qu'on rencontre les indices américains du moment. C'est vrai qu'ils ont du mal à monter, simplement parce qu'il y a des contraintes techniques, hein, on les voit, hein, on est sous résistance. Donc c'est sous résistance d'expansion, mais c'est également une ligne médiane. Enfin, il y a des résistances sur l'aspect technique qui font face aux indices américains, qui font que le marché bloque. Donc est-ce qu'il s'agit d'une distribution? C'est possible. Auquel cas, derrière, on peut s'attendre à un mouvement de retracement et on aurait donc terminé ce mouvement 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et auquel cas, moi je dois vous dire qu'un retour sur les 2100, ce serait pour moi très attractif pour rechercher donc de nouveau un achat cette fois-ci vraiment swing sur le SP500. Voilà. Donc je reste bullish jusqu'à preuve du contraire, parce que pour l'instant, quand on descend en UTH4, eh bien on est arrivé sur le bas d'un canal, me semble-t-il. Voilà, donc nous sommes sur le bas d'un canal haussier. Bon, ça peut être ici une vague 4, donc latéralisation avec une vague 5 encore à venir. Mais si jamais on devait passer sous ce point, sous les 2160, bon bah je pense qu'on aurait potentiellement atteint notre vague 5 ici, parce que c'est vrai que quand on regarde ça, on peut se dire qu'on a eu du 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on peut avoir une vague 5 terminée, mais c'est honnêtement, c'est quand même assez difficile de décrypter d'un point de vue Elliott des mouvements aussi chevauchants que cela. Voilà. Donc il peut y avoir plusieurs scénarios. C'est la raison pour laquelle je préfère vous dire que d'un point de vue chartiste, pour l'instant, bah, écoutez, on est sur plus ou moins une zone de support. On a un bas de canal qui est devant nous en soutien. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, on est haussier. Si on vient à casser ce canal, bon, bah, ça veut dire qu'on commence à avoir des expansions baissières et que sur un horizon court terme se construisent des objectifs baissiers un peu plus importants qui peuvent après, par des mécaniques en fait d'expansion, pourront peut-être même porter les cours un peu plus bas. Mais pour l'instant, on en est très loin. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est pas évident. Alors, il faut quand même tirer des conclusions par rapport à ça. Bonjour Dominique, hein, j'en profite sur le chat. Il faut quand même tirer des conclusions par rapport à ça, c'est que c'est pas simple à trader. Parce qu'on est quand même sur, même si on est en vague 3, donc censée une vague très importante hein, sur le SP, on est à la fin potentielle de sa sous-vague 1. Donc on s'attend quand même à un retracement à un moment donné, a priori, hein, sur cet actif. Mais jusqu'à preuve du contraire, on reste bullish. Donc la stratégie, elle n'est pas compliquée, elle est de rester, j'ai envie de dire, de privilégier les achats sur les indices américains, mais uniquement dans des horizons court terme. Voilà. Et avec un niveau d'exposition relativement faible parce que on est sous le coup d'un retracement possible. Par contre, si le marché devait ensuite retracer sur des zones de support qui nous intéresseraient, c'est-à-dire retracer une partie de tout ce mouvement haussier, on retrouverait des axes temps-prix qui, du coup, pourraient nous dire qu'une stratégie swing serait réellement intéressante à mettre en place. Donc du coup, on pourrait attendre un price action ici, hein, une avalanche haussière, ce que vous voulez, pour avoir soit un stop court, soit un stop un peu plus large en mettant sous le bas de la vague 2. Voilà. Mais fondamentalement, moi je pense pas qu'il faille se dire que dans un horizon moyen terme, les indices sont topish encore, pas d'un point de vue Elliott. Pour moi, pas d'un point de vue Elliott. D'un point de vue Elliotiste, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur les indices, américains comme européens, et que la stratégie de fond moyen terme reste des stratégies acheteuses. Maintenant, dans des stratégies journalières, ou on va dire dans des unités plus court terme, évidemment que tout est possible. En tout cas, voilà ce que je voulais vous présenter. Donc sur ces indices. Oui, effectivement, Canou. Attention au piège baissier sur ce canal haussier, faible pente du SP500 et un mouvement baissier qui peut faire long feu. Un mouvement haussier peut-être. En tout cas, c'est sûr que
Euh, ces canaux-là, il faut évidemment, bon, il faut être un peu prudent. Pourquoi? Parce que simplement ils expriment une divergence sur les oscillateurs. Là, si je devais vous mettre un RSI, je peux vous mettre ma main au feu que le RSI va vous montrer une pente baissière. C'est logique parce que vous avez simplement ici, euh, vous avez ici en fait un momentum qui était très puissant, vous voyez, une accélération, et puis des cours qui restent haussiers, c'est-à-dire des prix qui continuent de s'apprécier, mais avec une, on va dire une pente, hein, si vous voulez, beaucoup moins importante. Donc ça veut dire que la vitesse, parce que finalement les RSI, le CCI, les pourcents Williams, tout ça en fait finalement ça exprime une dérivée des cours, ça exprime finalement une mécanique de vitesse. Donc là vous aviez une accélération, donc des cours qui étaient dans une vitesse croissante, et puis là la vitesse diminue. Ça ne veut pas dire que les prix finalement baissent, mais la vitesse ralentit. Ça veut simplement dire qu'il y a un essoufflement possible donc de cette tendance. Donc oui, on est sur un canal haussier, mais sous le coup de cette divergence baissière, c'est-à-dire sous le coup effectivement d'une tendance qui, malgré qu'elle soit encore haussière, s'essouffle. C'est donc risqué. C'est la raison pour laquelle, dans ce genre de situation, on compense un risque plus important par une exposition plus faible. En fait, à chaque fois que vous vous posez des questions ou que vous avez en fait un élément technique évident qui apparaît devant vous, vous devez, derrière en termes de décision, associer à cette information une action. Donc quand vous avez par exemple, vous avez acheté relativement bas et vous arrivez sous résistance, bon, et que vous ne savez pas si le marché va prendre cette résistance, vous avez une information, c'est la résistance. L'action peut être donc une neutralisation du risque, par exemple. C'est-à-dire que vous allez prendre des bénéfices, vous mettre stop sur le point d'entrée, vous voyez, vous allez faire quelque chose en retour à cette information que vous apporte votre analyse technique. Là, l'analyse technique nous dit oui, on a une divergence, on arrive sous des résistances d'expansion, donc là, on a une zone possible de prise de bénéfice. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore baissier, mais si on devait prendre une position acheteuse, l'action serait de ne pas s'exposer fortement dans ce genre de situation, car situation quand même un peu dangereuse. D'accord? Voilà. Euh, alors, question de la part de Pepips. Oui, donc tu as entendu Canou 974 qu'il y avait une divergence baissière sur le SP. Donc comme je disais, il n'y a pas besoin de montrer un RSI pour voir qu'il y a une divergence, simplement parce qu'ici on a un mouvement qui est très violent, qui s'ensuit derrière un mouvement haussier, mais beaucoup moins violent on va dire, en termes d'impulsion. Donc ça veut dire que la vitesse diminue. Si la vitesse diminue, c'est-à-dire que le RSI baisse, donc divergence baissière. On peut l'afficher, hein, il n'y a pas de problème. Parfois le RSI nous montre des divergences qu'on n'avait pas forcément vues sur les prix, mais là, bon, il me paraît à peu près évident qu'on devrait avoir un RSI qui baisse. Voilà, donc vous voyez ici c'est logique, on a eu un RSI qui montait donc à partir de ce mouvement d'impulsion très violent, et puis vous voyez qu'ici donc les cours s'apprécient mais plus lentement, et donc derrière baisse donc sur le RSI, donc divergence baissière. D'accord. Maintenant, vous savez ce que je pense des divergences. On ne traite pas sur la base d'une divergence. Une divergence, ça amène une information qui peut nécessiter une action. On a vu ici l'action, c'est que si on devait acheter, il faudrait y aller prudemment. D'accord. On ne va pas vendre parce qu'une divergence apparaît. Non, c'est pas une bonne façon de faire, parce que ici, vous pouvez avoir une divergence qui continue avec des cours qui continuent de monter, hein. Moi, je peux très bien vous dire ici que si le marché continue de monter comme ça, et donc finalement on serait en train de nous fabriquer ce qu'on appelle une diagonale terminale au sens héliotiste, c'est-à-dire qu'ici vous auriez eu une vague, donc 1, puis 2, 3, 4, 5, vous voyez, enfin, donc une divergence, pardon, j'ai du mal un petit peu, je manque un petit peu de voix, pardonnez-moi. Donc si nous avions effectivement ici une fin de vaccin qui se ferait dans un mouvement finalement lancinant comme ça en 5 temps, eh bien on continuerait d'avoir une divergence, mais ça veut dire qu'ici si vous aviez vendu, vous allez vous faire stopper parce que le marché va faire un plus haut. Donc on ne traite pas sur la base d'une divergence. Par contre, une divergence est une information
qui amène au moins un minima, j'ai envie de dire, une action de prudence. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ok. Donc, rebond sur la zone 50 du RSI. Alors moi, Nicolas, 33, c'est pas du tout des choses que je fais. Non, par contre, c'est vrai que quand vous avez des indicateurs qui sont en zone de surachat et de survente, ça peut être intéressant en termes de timing. Je peux vous dire par exemple que une stratégie qui peut être utile quand on utilise les indicateurs, enfin les oscillateurs, surtout dans des stratégies comme celle que j'utilise, qui nécessitent des replis avant prise de position. Les oscillateurs sont intéressants parce qu'ils viennent compléter finalement la planoplie en termes de timing. C'est-à-dire que si vous avez un oscillateur dont celui de l'unité supérieure était par exemple en surachat, en survente, et que vous avez votre oscillateur dans l'unité de travail qui lui est en train de casser sa trendline par le haut, donc montre une accélération, bon bah ça vous donne un timing. Voyez, ça veut dire que vous allez utiliser des oscillateurs de prix comme éléments qui viendront confirmer que la zone stratégique que vous avez identifiée en termes de rebond, eh bien, trouve bien une accélération euh, en termes de momentum. À ce moment-là, alors qu'au niveau des prix, ça ne se voit pas forcément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, c'est que l'oscillateur, dans ce genre de situation, peut être en avance sur les prix. Un jour, je vous ferai un petit cours là-dessus, mais où je le garderai peut-être pour une offre particulière. En tout cas, sachez que quand vous êtes dans des stratégies de reprise sur rebond, sur repli, les oscillateurs peuvent vous être utiles. Voilà, puisque eux, justement, expriment au travers de leurs oscillations des bas et des hauts de momentum, donc censés symboliser des hauts et des bas de marché respectifs. D'accord. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, est-ce qu'il y a une divergence haussière cachée sur le RSI? C'est une bonne question. En tout cas, je pense que l'élément le plus marquant quand même, c'est de se dire quand même qu'on a des hauts qui montent, mais qui ne trouvent pas confirmation sur le RSI. Donc confirmation d'une tendance qui se ralentit ici et qui s'explique par la résistance que je vous ai donnée. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous indiquer sur l'indice américain. Donc on est effectivement en journalier dans une zone un peu compliquée et moi franchement les indices américains me donnent plus envie de les mettre de côté qu'autre chose. Voilà, je préférerais personnellement que les indices américains retracent, voilà, qu'on ait un bon petit retracement sur ces indices américains vers une zone beaucoup plus attractive pour qu'effectivement à ce moment-là je sois en termes de timing vraiment intéressé à me positionner swing. Alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller, d'accord, mais si on y va, oui, ça va m'intéresser de rechercher des achats swing sur ce SP. En attendant, bah, je privilégie plutôt, même si je ne le traite pas à court terme en ce moment parce que je trouve ça très moche, pour l'instant, je pense quand même qu'il faut pas encore les vendre parce qu'on n'a pas d'indication claire qui nous dit qu'on peut y aller. Voilà, tout simplement. Si on vient casser ce bas qui est ici, ça ne sera pas encore simple non plus parce que on peut avoir après une situation en entonnoir. Vous voyez, je peux vous la donner comme ça. Ici, on peut très bien avoir encore une oblique qui nous fait quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on aurait une vague 4 ici. Voyez, avec reprise haussière au niveau de la ligne médiane de cette fourchette. Donc, même si on voulait vendre, on a des objectifs qui sont pas clairs, avec des rebonds encore derrière pour faire, vous voyez, finalement un porte-voix. Donc, voilà, je pense qu'il faut, on est un peu trop, c'est un peu trop compliqué pour essayer d'acheter le SP en ce moment. Je pense que le vendre, c'est pas terrible. Par contre, s'il vient là, oui, ça m'intéressera évidemment de l'acheter. Alors maintenant, une autre solution, hein, c'est qu'effectivement, il aille ici, et puis que là, il repasse cette résistance et qu'il nous donne des pullbacks. Vous voyez, donc à ce moment-là, on pourra de nouveau se repositionner acheteur. Mais bon, c'est pas la peine d'essayer pour moi d'imaginer ou de simuler 36 trajectoires possibles. Pour l'instant, on est dans une phase de latéralisation assez moche.
Donc on est neutre en attendant d'en savoir plus sur l'indice américain. Je vous ai donné les risques, d'accord. Pour moi, on est potentiellement en fin de sous-vague 1 de la vague 3. Il faudrait un retracement et on y verrait plus clair. Voilà, on va passer sur le DAX. Alors le DAX qui est en retard, hein, c'est vrai que bon, le SP, hein, quand on se mettait en weekly, hein, on est comme ça. D'accord, donc on retrouve ici notre vague 1 en fait, hein, d'accord. Vous voyez, ici on a une ligne médiane qui passe, on a un beau canal. Alors là, je crois que je suis en vue logarithmique, hein, mais on retrouve notre vague 1-2 avec ici donc une très belle fourchette d'Andrews, très bel appui ici. On a bloqué évidemment sous la résistance, on l'a cassé. On peut très bien retrouver un appui, vous voyez, sur cette ligne médiane qui va de nouveau faire office de support. Donc même si vous voyez le marché venait à rechercher donc les 2150, il pourrait repartir bullish. Et à ce moment-là, on retrouverait notre structure, la structure en porte-voix que je vous ai donnée tout à l'heure. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle c'est difficile de les vendre quand même ces indices, même si en hebdo on a eu cette bougie là, d'accord, qui est un premier signe, hein, c'est une alarme, hein, c'est une alerte claire. On avait ici des dojis un peu de fin de tendance, j'avais envie de dire, puis derrière bougie baissière. Donc on peut encore avoir une confirmation baissière, mais short, et ça c'est compliqué. Voilà. Je préférais donc, comme je vous l'ai dit, on va attendre un retracement, on va voir si ce retracement nous amène sur une zone de prix intéressante, qui nous apporterait le timing qui va bien, et à ce moment-là, on rechercherait, je pense, à se mettre dans le sens de la tendance de fond qui reste haussière. Vous voyez ici, si je remets la fourchette d'Andrews, que je l'ajuste sur les milieux, bon bah vous voyez, la zone que je vous ai donnée ici, hein, c'est le bas de la fourchette, hein. Donc tout ça c'est du support ici, hein. Tout ça, on peut repartir haussier sur ces niveaux-là. Et si c'est pas le cas, eh bien, en fait, ce que je veux vous dire, hein, c'est que la seule stratégie qui vaudra, c'est d'acheter, quoi. Ça ne sera pas de vendre, parce qu'on a trop de support. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va tenir. D'accord, je suis pas devin, personne n'a de boule de cristal. Mais si ça devait casser, en tout cas, on ne peut pas vendre avec une zone de support qui arrive juste derrière. Voilà. Par contre, tenter des achats ici, encore une fois prudent, pour moi ça a plus de sens. Mais si ça devait casser, et bien derrière c'est ça, hein, on retrouve la fourchette d'Andrews que je vous mettais tout à l'heure. On mettra donc finalement on va prendre la vague 1-2, on va lui mettre une fourchette qu'on va ajuster sur les plus hauts, et puis on regardera ce qui se passe sur sa ligne médiane, voire un peu plus bas, parce que tout ça, ça donnera des stratégies d'achat avec retour dans un premier temps vers la ligne médiane. Enfin, vous connaissez après le principe d'action-réaction que je vous présente depuis maintenant assez longtemps. Voilà. Alors, Canou a quand mes vidéos de formation, c'est un tel travail en fait, Canou 974, c'est-à-dire que ce que j'aimerais faire, c'est revoir en fait tous les setups chartistes et les repasser tous à la moulinette en fait héliotiste et en termes d'expansion Fibo. Et finalement redéfinir tous les objectifs que vous connaissez chartistes avec des choses qui me paraissent un peu plus modernes, puisque croisées en fait avec les objectifs Fibonacci, qui sont beaucoup plus pertinents pour moi sur les marchés financiers d'aujourd'hui. Voilà. Mais ça veut dire que c'est un travail de préparatoire gigantesque et je pense que je ne peux pas le faire d'un bloc parce que c'est des mois et des mois de travail. Donc est-ce que je vais faire des petites vidéos que je proposerai sous la forme de modules séparés? Pour l'instant, c'est en réflexion. Voilà. J'ai fait tout le support, c'est en travaillant en fait tout le sommaire que je me suis rendu compte du chantier qui me faisait face et je vous avoue que c'est un sacré travail, quoi. Alors bon, on va parler maintenant des indices européens. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut comparer indice US et indice européen? Ben voilà. Alors ici, on retrouve donc les indices européens. Donc même question que sur le dos, hein, c'est-à-dire qu'ici, est-ce qu'on a eu une vague 1-2 ou est-ce que finalement, ça c'était pas notre vague 1, finalement, elle n'est pas ici. À ce moment-là, si la vague 1 est ici, c'est-à-dire qu'on est finalement comme le SP, c'est pour ça que je vous ai mis ici une Alt 5, scénario alternatif, c'est-à-dire que là finalement, cette structure de consolidation, c'est pas terminé là, mais c'est terminé ici, et auquel cas, tout ça c'est une vague 1 finalement.
Donc ici, on peut s'attendre à un retracement en A, B et C. Donc ça, c'est l'article que j'ai fait sur DailyFX, c'est-à-dire que la question, c'est pas tellement de se dire est-ce qu'on va être bearish, mais c'est si le marché est bearish, où est-ce que je vais acheter? Vous voyez là, c'est subtil comme terminologie, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que je ne pense pas que la stratégie, c'est de vendre les indices. Mais ça peut être d'attendre que les indices effectivement retracent sur une zone qui nous intéresserait. Et c'est vrai que si le marché devait retracer ici, on serait sur le bas de notre fourchette d'Andrews, et donc là, évidemment, je vais rechercher des stratégies acheteuses. Mais pour le moment, je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle, dans les articles que je vous ai donnés, je vous ai dit ici, ma foi, on a encore un canal potentiellement porteur, et que la seule stratégie possible était d'acheter. D'accord. Enfin, quand je vous dis ça, ça peut paraître un peu... je ne veux pas être directif, hein, moi, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ce que je veux simplement dire par là, c'est que quand on arrive sur le bas d'un canal haussier, pour vendre ça, je pense que c'est quand même un peu audacieux. D'accord. Pour moi, vendre, quand on a devant nous un canal haussier, c'est d'attendre que le canal casse, et puis d'essayer de shorter un pullback. D'accord. Ça, pour moi, ça devient quelque chose d'un peu plus, on va dire, intelligible dans ma tête. Mais quand on arrive au pied d'un canal haussier, avec des supports devant nous, ma foi, voilà, on achète. Et on a eu raison, puisque, vous voyez, le marché s'est apprécié. Alors maintenant, c'est quand même pas extraordinaire. D'accord. Quand je regarde ça, je me dis quand même c'est pas super. C'est-à-dire qu'on a un marché qui longe, vous voyez, qui longe le bas du canal. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas finalement à développer une impulsion pour aller rechercher des niveaux qui pourraient être par exemple le niveau des 11 000. Alors, ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein. Pour l'instant il est juste sous résistance, un truc qu'il a du mal à passer. D'accord. Maintenant, si effectivement il casse la bougie d'hier sur le haut, on se retrouve ici, on est de nouveau à l'intérieur du canal, eh bien on est toujours bullish, hein. D'accord. Maintenant, c'est vrai que si vous aviez acheté donc sur la base de mon dernier article, moi quand je vois ça, je vous dis quand même, faites attention, vous êtes sur résistance, neutralisez votre risque, faites une action, on est sous résistance, voyez ici cette résistance qui est ici, qu'on n'arrive pas à passer, vous devez être en gain si vous aviez acheté ici avec un stop là, mettez simplement votre stop sur le point d'entrée. Bon, encore une fois, je ne vous donne pas un conseil d'investissement, mais j'essaye de vous expliquer la logique de la chose. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure en début de webinaire, quand on a une information qui arrive sur le marché, et là cette information c'est que elle est de deux natures différentes. C'est que on a une confirmation ici qu'on a un point de résistance. Les 10 650, c'est un point dur que le marché n'arrive pas à passer pour le moment. Et il le fait en longeant le bas du canal. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des acheteurs, mais c'est quand même pas extraordinaire, on n'a pas notre mouvement d'impulsion. Donc quand c'est comme ça, si notre stop était là et que vous étiez parti là-dedans, et bien vous neutralisez votre risque. Soit il y a deux stratégies possibles, hein, techniquement, soit en prenant par exemple 50% de vos bénéfices et vous ne touchez pas votre stop, hein, si vous étiez par exemple quelque part ici, vous voyez, si vous êtes entré dans la mèche, allez on va la mettre un peu plus haut, on va dire que vous êtes entré un peu ici, un peu plus haut, par exemple ici, je ne sais pas exactement, enfin voilà, et que vous avez la même distance entre votre point d'entrée, les cours actuels et le stop, bon dans ce cas-là, vous pouvez par exemple prendre 50% des bénéfices et vous ne touchez pas votre stop. Du coup, l'avantage de ça, c'est que même si maintenant le marché finalement craque et vient à vous stopper, vous n'avez pas perdu d'argent parce que vous avez finalement déjà réalisé du 1 pour 1. D'accord. Donc c'est une première façon de faire, simplement parce que ce qui peut se passer aussi, hein, quand on bouge le stop, parce que ça c'est le stop, le vrai stop, hein, d'accord, technique. Celui-là, je ne sais pas quelle est sa force pour le moment. Donc ce qui peut se passer, c'est que le marché finalement revienne tester en pullback l'ancien canal baissier, vous voyez, en allant là par exemple, en vous stoppant ici, et puis après il repart. C'est tout à fait possible. D'accord. Auquel cas, vous avez plus que quelque part vos yeux pour pleurer parce que vous vous êtes fait stopper et pourtant le marché était encore bullish.
Donc c'est la raison pour laquelle il faut des vrais stops techniques, et je pense que le vrai stop, c'est quand même pour le moment celui-là. Maintenant, bon, on a eu quand même ici un doji, donc ça veut dire qu'ici le marché a trouvé un support, et que derrière on a eu une mèche basse, donc vous voyez avec une fausse cassure, et puis derrière impulsion haussière. Donc je pense quand même que ce stop là maintenant il commence à avoir du sens d'un point de vue loi de dos, et que votre stop qui était ici, vous pouvez maintenant le remonter là, d'accord. Mais prenez peut-être quand même quelques bénéfices, parce que si jamais vous remontez votre stop ici et que vous étiez quelque part là-dedans, eh bien prenez juste ce qu'il faut pour que même si vous fassiez stopper là, vous ne soyez plus en perte, quoi qu'il arrive, derrière ce trade. Et bien l'avantage de faire ce genre de choses, je peux vous dire, c'est que vous dormez beaucoup plus sereinement, puisque vous avez neutralisé votre risque. Évidemment, quand je dis ça, c'est hors gap, puisque le DAX ferme le soir, rouvre le matin et évidemment ferme le week-end. Donc avec les gaps, parfois on peut se retrouver en dessous des stops. Donc évidemment, là c'est à vous de juger si le marché est suffisamment loin de votre stop en termes de volatilité pour savoir si vous voulez tenir une position overweek par exemple. Ok. Voilà, donc ça, bon, j'espère que je suis pas un peu trop technique, hein, mais en tout cas, je voulais vous expliquer l'esprit de cette position, c'est-à-dire que pour l'instant, bah, écoutez, moi je n'ai pas changé de plan depuis le départ, c'est-à-dire que je suis bullish sur les indices. Ici, on a eu un retracement naturel, c'était la ligne médiane de notre fourchette d'Andrews. Le marché a retrouvé un canal. Il est possible que ce canal tienne, auquel cas le marché pourrait aller rechercher les 11 000, mais les 11 000, attention quand même, parce que là ça devrait retracer. Par contre, évidemment, maintenant c'est difficile de prendre position sur le DAX à l'achat, puisque quand on voit ça, on est sous résistance avec un marché qui longe le bas du canal haussier. Ça incite quand même à la prudence, d'accord. Donc bullish, mais prudent, avec un risque de retracement potentiel. Voilà, ça c'est ce que j'aurais envie de vous dire donc sur le DAX. Et si je devais synchroniser le décompte entre le DAX et le SP, bah ici c'est pas une vague 1-2, on a une vague 1 potentiellement ici, donc une vague qui se serait terminée donc là, avec donc un retracement A, B et C potentiel, ou alors une vague 5 qui peut aller un peu plus haut. Ok. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé, parfois il y a des choses qui me paraissent tout à fait évidentes et auquel cas je ne manque pas de vous les communiquer. Je trouve que les indices sont compliqués en ce moment et qu'ils n'offrent pas des situations simples en termes de trading. D'accord. Donc moi je vous incite également, alors maintenant moi je vous parle de mes outils d'analyse, hein, au regard des outils que j'ai moi, qui sont des outils de canalisation des cours. Eh bien, l'analyse par canal et l'analyse héliotiste me donnent plusieurs scénarios, des scénarios qui sont divergents. Et quand c'est comme ça, eh bien, il faut être prudent. On continue de trader dans le sens de la tendance de fond, mais avec des techniques court terme, donc des prises de bénéfices court terme et des niveaux d'exposition relativement faibles. Voilà. Donc il est quelle heure? Il est 16h44. On va parler du Forex très rapidement. C'est juste en fait un peu une redite de ce que je vous ai dit mercredi dernier. Puisque bah, vous savez que ma vision sur le Forex était plutôt pas mal. Puisque bah, finalement vous voyez hein, que le marché a bien trouvé donc, tous les appuis que je vous avais donnés sur le dollar. Donc on est bullish hein, sur le dollar jusqu'à preuve du contraire. Il faut respecter donc bah, ce canal, cette proposition de canal aussi, hein, qui a donné des contacts très clairs sur la ligne médiane. Donc pour moi, le dollar doit aller rejoindre la ligne médiane. Donc bullish sur le dollar. Ça veut dire que sur l'euro USD, eh bien notre plan qui était de vendre les 1,12, 20, 1,13 est toujours en cours dans un scénario donc de triangle. Donc pour l'instant, eh bien, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, on tient ce scénario, d'accord, avec un retour des prix vers la ligne médiane de nouveau de cette fourchette, voire plus bas pour notre vague D. Donc un scénario que je vous présente depuis des semaines et qui pour l'instant continue de se dérouler. On peut voir le GBP. Le GBP, vous voyez, je vous avais donné cette fourchette d'Andrews la semaine dernière.
Bah merci Pépips, c'est vrai que là c'est bon. Parfois j'ai des choses simples, j'aime bien les dire, et quand je trouve des opportunités claires, bah, je vous les donne. Et quand ça me paraît beaucoup moins évident, bah, il faut être aussi objectif et vous dire que parfois en tant qu'analyste, on arrive sur des scénarios qui peuvent être contradictoires. Et c'est pas parce qu'on arrive sur des scénarios contradictoires qu'on ne fait rien, au contraire, ça peut vouloir dire deux choses, soit on se met de côté, soit en termes d'exposition, on baisse l'exposition, on est dans une approche court terme, et je pense que voilà, toute information doit donner une action et doit influencer vos décisions. À vous de trouver donc les bonnes réponses au regard des éléments, donc des informations que vous glanez sur les marchés financiers. Alors donc le GBP, je vous avais dit, attention, le cours, s'il revient sur le bas de cette fourchette, ça va être un support. Avec un euro qui est baissier, regardez la valence baissière qu'on a eue là, l'euro GBP confirmerait donc notre vision baissière. Et l'euro GBP confirme la vision baissière. Pour l'instant, je reste bearish. Depuis donc le top que je vous avais indiqué sur les 0,8750, l'euro GBP pour l'instant continue de baisser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut même se travailler en H4. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que là, vous aviez on retrouve hein, le fameux principe hein, d'action-réaction. C'est-à-dire qu'ici, on avait un canal, ajusté sur les bas, partie haute, bing, on vient chercher la ligne médiane. Donc vous voyez, même si vous ne tradez pas le journalier, à partir du moment où vous commencez à développer un biais baissier sur un actif, vous pouvez commencer à le travailler dans des unités sous-jacentes et trouver des canaux qui vous permettent finalement de timer vos entrées. D'accord. Encore une fois, hein, les cours, c'est une approche fractale. Donc les canaux, on les retrouve en mensuel, on les retrouve en weekly, on les retrouve en journalier. Donc même si vous avez raté un point optimal en journalier, c'est pas grave. Bah, vous allez essayer de suivre le mouvement pendant qu'il se déroule dans des unités sous-jacentes. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que de toute façon, euh, c'est pas le marché se mesure pas. En fait, votre performance va pas se mesurer en termes de pips. Ça veut rien dire ça, le pips. J'ai gagné 50 pips, j'ai gagné 100 pips, 500 pips. Ça veut rien dire. Pour moi, c'est ridicule. Voilà. Sur ce marché qu'on a aujourd'hui, qui est le marché d'échange, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de dire combien, de combien était votre stop et combien est en pourcentage votre objectif par rapport à ce risque que vous prenez. Donc, en fait, vous devez raisonner en termes de pourcentage investi et de pourcentage espéré. D'accord. Et bah franchement, après en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire 5% sur 3000 pips et faire 7% sur 100 pips. Tout dépend quel était votre stop, votre niveau d'exposition relativement à ce stop, etc. Voyez. Donc, c'est pas grave si parfois bah, on loupe des niveaux d'entrée en journalier. À partir du moment où on a cette information qui nous dit attention, on est peut-être bien topiche sur l'euro GBP avec un retour des prix a priori logique sur la ligne médiane, ça nous donne un biais et ça c'est certainement exploitable en H4 et en H4 vous pouvez faire du rendement dans des unités donc qui sont des unités court terme. D'accord. Donc voilà, encore une fois, et ça c'est quelque chose que vous apprendrez ou que vous avez appris avec l'expérience, des opportunités il y en a tous les jours. D'accord. Toutes les semaines. Donc c'est pas grave si vous ratez une opportunité. Ce qui est important, ce qui est important, c'est de ne pas rater le timing. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez loupé une opportunité, là par exemple, voyez, je suis sur l'euro GBP, et vous dites ah je l'ai raté, zut, et pourtant je pense qu'il va aller là. D'accord. Entrer maintenant, ce serait une faute. Parce que votre stop il est tout là-haut et vous avez un rapport risque-reward qui est inférieur à 1 pour 2. C'est même pas du 1 pour 1. Ce serait donc une faute technique d'entrée. En plus, vous voyez, on arrive sur une zone de support. Donc, ça serait une énorme faute d'entrée maintenant sur l'euro GBP. Par contre, si l'euro GBP devait maintenant, vous voyez, il a quand même fait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, si on regarde bien l'euro GBP en H4, qu'est-ce qui se passe? On a fait potentiellement une vague 1, une vague 2, une vague 3. Vous voyez, on est en train de faire, d'ailleurs c'est peut-être plus une vague 1, 2, 3, 4 et 5, pardon. 1, 2, 3, 4, on est en train de faire la vague 5. Donc ça veut dire qu'on arrive sur une fin de mouvement sur l'euro GBP. Mais c'est une impulsion. Une vague en 5 temps est tout le temps suivie d'une deuxième vague en 5 temps. Alors, on va dire très souvent, il n'y a, que dans les cas de figure type flat où on peut avoir des surprises, mais grosso modo, une première vague en 5 temps est suivie par une autre vague en 5 temps. Ça veut dire que là, l'euro GBP peut retracer potentiellement. Bah, s'il retrace et qu'il vient ici,
bah, de nouveau, vous aurez des opportunités. Et en journalier, même intéressante parce que on sera sous résistance, sous le haut de notre fourchette d'Andrews, avec un stop qui est clair et un objectif qui reste le même. Mais du coup, un reward qui devient beaucoup plus important. Vous voyez donc, c'est pas grave de louper une entrée. Ce qui est grave, c'est d'entrer sur un mauvais timing. Et c'est pour ça que dans les outils que vous devez avoir pour trader, ayez des outils de timing. C'est très important. Et si à défaut, vous n'avez pas d'outils de timing, ayez des outils hyper rigoureux en termes de money management. D'accord? Donc le money management nous dit quoi? Si notre objectif, mettons, c'est sur les 0,83, d'accord? Donc on a ça à espérer. Ok? Bon, avec un stop logique qui reste le stop en loi de dos là-haut, eh bien, vous voyez que là, on ne peut pas y aller. On n'a pas du 1 pour 1. Donc il faut attendre que le marché retrace pour nous offrir du 1 pour 3. Donc on va regarder ce qui sépare l'objectif du point haut, 413, et grosso modo, bah, il faudrait que le marché il aille jusqu'à 130 points ici. Donc vous voyez à peu près notre résistance. Puisqu'ici je serai à 137 de stop pour 280 et je retrouve mon 1 pour 2. Donc si à défaut vous n'avez pas d'outil euh, de timing, eh bien, respectez cette logique de 1 pour 3. C'est-à-dire que si vous croyez en votre objectif et que vous avez un stop clair, mais que votre point d'entrée ne vous permet pas du 1 pour 3, vous attendez un retracement technique de manière à avoir un point d'entrée qui vous donne du 1 pour 3. Et là, au moins, vous aurez un timing, on va dire purement technique et pas chartiste, pas graphique, mais compatible en fait avec une règle saine de money management. Ok. Alors, on continue, il me reste 8 minutes, c'est très bien, donc on va parcourir rapidement le Forex. Alors, l'USD-Yen, l'USD-Yen. Alors, l'USD-Yen, c'est pas, pour le coup, quand même, je vous avais quand même dit que cette zone des 100 et des 101 était une zone de rebond, pour le coup, hein. On était, je crois que la semaine dernière, on était quelque part là, on était avant NFP, c'était quand même assez culotté hein, de dire qu'ici, on était sur une zone de rebond. Et pourtant, je vous ai fait une vidéo sur le GBP Yen, CHF Yen, sur l'Euro Yen et sur l'USD Yen qui vous disait que cette zone des 100-101, c'est une zone potentielle de rebond mensuel. D'accord? Et je pense qu'on n'était pas nombreux à le dire. Donc, je vous ai donné ça, et je vous ai donné cette fourchette, en disant, vous voyez, ici, on avait un swing high low, je l'ai ajusté sur le haut, on arrive pile sur la partie basse, on est en train, ici, potentiellement d'accumuler, attention à ce qui va se passer, mais là, on peut très bien avoir un retour direct vers la ligne médiane. D'accord? Et si c'est le cas, bah, ma foi, le marché est potentiellement en train de construire une structure en double bottom, avec des objectifs qui pourraient aller beaucoup plus haut. Et là, on retrouve du coup potentiellement un price action de niveau hebdomadaire qui serait compatible avec comment dire, la possibilité de retournement haussier que je vois sur le yen. Enfin, plutôt baissier que je vois sur le yen, puisque là, je suis l'USD face au yen. Donc haussier sur l'USD yen. En tout cas, euh, j'ai averti vraiment des risques ici dans l'article que j'avais fait en disant si vous étiez baissier sur l'USD-Yen, prenez des bénéfices parce que on est quand même sur une zone un peu tendue. Bon, je vais pas revenir hein, sur mes zones hebdo, mais grosso modo, vous les avez là. On est sur une grosse zone de support. On est arrivé sur un bas de canal baissier. Bon, là, c'est normal que le marché cherche à prendre des bénéfices. Euh, il faut à un moment donné se dire oui, on a le fondamental, oui, on a tout ça, mais techniquement, c'était très dur de vendre maintenant l'USD Yen, techniquement, quand tu fais sur la base de l'analyse graphique. À partir du moment où on se dit que c'est dur de vendre sur la base de l'analyse graphique, bon bah ça veut dire que le marché doit retracer. Donc ici, ça va être intéressant parce qu'on arrive sur la ligne médiane, mais moi je pense qu'il va aller beaucoup plus haut. Je pense qu'il peut rejoindre les 109. Et là, va se poser une vraie question. C'est-à-dire que si le marché revient chercher donc les 107, on va dire, 107, 109, entre 107 et 109, on sera de nouveau en haut, cette fois-ci d'un vrai canal baissier, par action-réaction, on peut avoir de nouveau une baisse. Mais attention parce que on est quand même sur des niveaux de retracement super importants. On a retracé 50% de toute la hausse. D'accord. Quand on voit, là je peux revenir, hein, mais sur le NZD Yen, regardez, on arrive sur des bas de canaux. Pareillement, donc même le NZD Yen ici, il pourrait filer, aller chercher sa ligne médiane. Vous voyez. Donc, et là je suis en mensuel. Si je prends l'euro yen,
ou je vais vous prendre le CHF Yen. Bon, je vous fais accélérer parce que je vous ai déjà expliqué tout ça la dernière fois, mais le CHF Yen, c'est pareil. Il est sur des bas de canaux, sur des zones de support. Donc quand on regarde tous les actifs en Yen, ils sont sur des supports qui peuvent faire remonter l'actif quand même assez fortement. Donc je ne vais pas dire que c'est ce qui va se passer, mais tenez compte de ça. Et on est quand même sur des gros supports. Et moi, je ne suis pas du tout surpris de voir que le yen se retourne, hein. On a quand même des vrais éléments techniques devant nous. Il faut qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors, quels sont les indicateurs de timing pour moi? Il y en a plusieurs. On a déjà les bas de canaux qui offrent des éléments de timing importants, qui sont à prendre en compte uniquement si la ligne médiane offre des belles réactions. D'accord. Donc là, bon, écoutez, on a une ligne médiane qui a fait l'objet d'actions. Regardez, on voit très bien qu'ici, vous voyez les cours, comment ils ont buté sur cette ligne médiane. Donc ça valide en fait des canaux de régression comme ça. Donc ça veut dire qu'ici, on arrive en termes de timing sur une zone de prise de bénéfice de ceux qui ont vendu tout ce mouvement baissier. D'accord. Donc c'est un élément de timing relativement puissant. D'accord, les canaux. C'est pour ça qu'il faut essayer de rechercher les canaux. Parfois on a des excès, hein. Attention, c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment fortement cette ligne médiane. Elle est vraiment super importante. Après, vous avez des éléments vous avez des retracements en fait, des time zones en fait Fibo, qui sont intéressants. Alors déjà, euh, quand vous mettez les zones temps, comme ceci, vous voyez, donc je vais jusqu'au le plus haut, vous avez, c'est une autre façon de procéder que je suis en train d'investiguer pour voir si elle peut apporter quelque chose de supplémentaire en termes d'analyse. En fait, ici, vous avez ici la projection 1,38,2, 1,50 et 1,618. Donc on reste sur des niveaux Fibo en termes de projection dans le temps. Ces projections dans le temps font partie de la théorie héliotiste. Donc j'invente rien, d'accord. Je vous donne simplement ces éléments-là. Donc en général, quand on arrive dans cette boîte temps qui est là, on peut s'attendre à un retracement. Alors parfois ça va jusqu'à 100%. Donc on a une zone rouge, qui est celle-ci, que je vais vous indiquer, que je vais mettre en rouge en fait, hein, qui quand elle vient converger avec un bas de canal, renforce le bas de canal. Et après, on peut aller un peu plus loin, jusqu'à 100%. Voilà, mais c'est très rare de retracer plus de 100% en fait dans le temps de tout le mouvement d'impulsion qui a eu lieu avant. Sinon, ça veut dire que c'est un risque de retournement. Et puis après, vous ajoutez à ça vos niveaux de retracement. Donc, je vais les ajouter. Bon, moi, je ne les fais pas apparaître sur le graphe, hein, parce que si je commence à faire apparaître tout ça sur le graphe, franchement, vous n'allez plus voir grand-chose. Mais de temps en temps, j'en tiens compte. Et donc, ma boîte devient comme ceci. Alors, mon petit rectangle rouge. Hop. En fait, je vais faire coïncider les niveaux de retracement avec mes boîtes temps. Et voilà, et c'est dans cette boîte-là que devrait se produire le retournement. Voilà. Et après, on l'étend sur la boîte qui correspond à l'extension de prix 100%. Donc, on est dans une zone de retournement potentiel sur ce CHF Yen. Ça converge avec le bas du canal. Ça vient en percussion d'un support monstrueux, j'ai envie de dire, en mensuel. Et bien, si ça doit se retourner, c'est là, quoi. Je pense, hein. Après, encore une fois, hein, le marché, il peut casser la plus belle des analyses, hein. Mais disons qu'il y a des vrais arguments pour que, à la fois en termes de timing, à la fois en termes de support, que ce retournement ait lieu sur cette zone. Donc, quand je fais une analyse croisée, moi, sur le yen, je trouve des supports temps pris un peu partout. Donc moi je me suis permis d'émettre ce risque-là sur mon article et sur une des vidéos que j'ai fait, la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. Après, écoutez, on verra bien ce que le marché va nous proposer, hein. Mais vous voyez, bon, ça c'est le NZD Yen, hein, pareil. On est également sur des niveaux importants. Je crois que j'ai même le GBP Yen. Imaginez le GBP qui est pourtant pas le plus important. Et ben écoutez, il est arrivé, vous voyez, j'ajuste systématiquement la ligne médiane sur
sur des niveaux qui me montrent que les prix l'ont travaillé, cette ligne médiane, pour que j'obtienne une droite de régression. Et on est également ici, vous voyez, en train de travailler le bas de ce canal. Donc partout, finalement, on est sur des bas de canaux haussiers, sur les actifs qui correspondent au yen. Donc la logique, par action-réaction, ce serait que le marché aille rechercher la ligne médiane. Voilà, qui serait donc un très bon objectif, en fait, par rapport à cette stratégie. Alors, l'USD CAD, il me reste encore, je vais prendre 2 minutes. L'USD CAD, j'étais bullish sur la base de ce canal, pardon. Regardez le beau mouvement d'impulsion qu'il nous donne. Donc, d'abord, c'était pas tout à fait un canal, mais je vous avais présenté cette possibilité, pardon, en retracement ABC. Donc, on a eu ici, sur NFP, pareil, hein, on était là mercredi dernier, donc je vous avais donné cette vision bullish, donc on reste sur les 1,35. L'AUD, écoutez, l'AUD, même si c'est pas évident sur cet actif, moi en mensuel, j'ai quand même l'impression qu'il doit aller plus haut. Néanmoins, on était sur une zone shorteuse, et je vous avais dit en dessous des 0,76 en clôture journalière, et bien c'était bearish. Voilà. Et on a fait une avalanche baissière sur NFP, et bing, clôture sous les 0,76. Donc l'objectif de prix, ça serait pour le moment le premier vers les 0,7380. L'idée, c'est que le marché aille chercher ce point-là. Et sur ce point-là, eh bien, je pense qu'il faudrait prendre vraiment des bénéfices parce que on est de nouveau sur le retour du bas de ce canal haussier. Et là, gros point d'interrogation. D'accord. Bon, écoutez, voilà, 17h est passé. Je vous ai parlé de l'euro, je vous ai parlé de la livre, je vous ai parlé de l'AUD, je vous ai parlé du yen, je vous ai pas parlé du NZD. Mais bon, le NZD c'est pareil, moi j'ai du mal à me dire enfin, le NZD il est sur un haut de canal baissier, donc je vous ai fait un petit article sur DailyFX sur le sujet. Mais voyez, bon, c'est un vrai point d'énergie baissier ça, hein. Euh, je pense qu'il faut, je pense que c'est vraiment dur de proposer des stratégies acheteuses sur le NZD, hein. Et c'est pas parce que le dollar est tiré vers le haut, c'est simplement parce que on est arrivé sur un haut de canal baissier, que des prises de bénéfices sont normales. D'accord? C'est technique en fait. Ceux qui ont acheté le NZD ici sur les 0,63, bon, on arrive sur une zone de résistance appuyée par un beau canal de régression. Regardez cette ligne médiane. Bon, quand on est là, le timing, c'est comme si je vous disais, maintenant qu'on arrive là, est-ce que vous avez envie de l'acheter? Est-ce que là, voilà, le marché arrive en haut, tout en haut ici, maintenant, voilà, prenez une décision, est-ce que vous voulez l'acheter? Non, c'est très difficile d'acheter un haut de canal baissier. Le seul plan, c'est de le vendre. Voilà. Donc à partir du moment où vous, techniquement, vous dites, non, effectivement, pour acheter ça, il faudrait qu'on casse le canal baissier, qu'on pull back, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver d'acheteur. Donc le marché retrace. Voilà. Donc c'est ce que je m'attends, c'est un marché qui va retracer sur le NZD USD, et franchement, pour le réacheter, moi j'ai peut-être les 0,6840, vous voyez, c'est ce que je vous ai indiqué dans l'article. J'attendrai un bas de canal haussier, j'attendrai de nouveau un timing pour me dire oui, dans le journalier, ça m'intéresserait de rechercher des positions acheteuses. Pour le moment, on en est très loin, donc je préconise plutôt donc les positions de vente sur le NZD. Ouais, je vois les choses très simplement. Voilà. Alors, je veux bien prendre 1 minute pour terminer sur l'or. L'or, pour moi, l'or, c'est bearish, hein, je pense, hein. Le dollar est haussier, donc de toute façon, ça va pas l'aider. Ça va pas aider l'or. Je pense qu'il est bearish, mais momentanément, attention, fondamentalement, je suis haussier sur l'or parce qu'on a fait du 5 temps. Mais là, on est sur un haut de canal. Vous voyez, aligné sur les bas, aligné sur les hauts, haut de canal. On arrive sur la ligne médiane, sur un support. Donc là, on peut avoir un rebond quand même. D'accord? C'est vrai qu'ici, on peut avoir un rebond là. Vous voyez, on a pu potentiellement faire un flag. On arrive sur une zone de support. Clair, c'est la ligne médiane. Donc là, on peut avoir un rebond ici. Ok. Maintenant, moi, je l'aime pas trop. Je serais quand même prudent ici. Moi, je préférais qu'il aille chercher vraiment le bas du canal pour vraiment chercher du swing. Mais là, il est quand même sur support. Donc à court terme, voilà. À court terme, je privilégie les achats. À court terme,
avec une faible exposition, parce qu'on a du support. Si on est ici, je chercherai du swing haussier. Et surtout, attention, parce que voilà, haut de canal, c'est quand même ça reste quand même compliqué de l'acheter ici. Bon, ce que peut faire le marché aussi, hein, après il peut rebondir, hein, aller chercher un haut marginal, et puis après rebaisser, aller chercher le bas du canal. Tout reste possible d'un point de vue des comptes idiotistes, mais stratégiquement on était plutôt sur la partie haute du canal. Donc quand on est arrivé ici, moi j'ai dit attention, il ne faut plus chercher à acheter le gold, parce que là c'est plus possible. Et donc j'avais dit ici risque baissier, c'est ce qui se produit. Est-ce que le marché va trouver un support là? C'est possible, mais il faut attendre un price action quand même. Par contre, s'il vient chercher le bas du canal, donc là on va retrouver du support, hein, sur les 1260 avec un très bon timing. Là pour le coup, je vais vraiment rechercher des achats, on va dire swing. D'accord. Donc voilà, donc de l'or qui peut encore se déprécier, mais qui est sur support. Une belle zone d'achat identifiée, mais plus bas. Donc le plan, c'est pas de vendre. Le plan, c'est peut-être de chercher un achat très prudent ici, mais attention quand même. Et si jamais ça devait casser, aller plus bas, bah, vous savez qu'ici, un bas de canal haussier, ça peut être intéressant pour se repositionner à l'achat. Voilà, bah écoutez, merci à vous les 17h07, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout soyez prudents. N'oubliez pas que vendredi c'est le NFP, que sur NFP, bah, l'or notamment peut avoir une grande variance, une grande volatilité. Donc ne commencez pas à vous embarquer sur des positions aujourd'hui compliquées, parce que en fait vendredi le marché ça va être compliqué jusque vendredi tant que le NFP n'est pas passé. Le marché peut être dans des zones de prise de bénéfices, ça peut être tricky, ça peut faire des triangles, ça peut faire plein de saletés. Donc faites un peu attention quand même, et puis après le NFP on y verra déjà beaucoup plus clair, je pense. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur DailyFX. Merci à vous, ciao, bye.